Retour sur le plateau des cafés stratégiques avec une nouvelle problématique, la gestion de crise infrastructure, avec un exemple Mayotte. Nous sommes avec Jérôme Mazard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du bureau territoire et crise du service infrastructure de la Défense. En abrégé, on dit SID ou CID, qu'est-ce qu'on dit? SID. SID. Alors, voilà, c'est pas vous faire injure, mais c'est pas le service le plus connu. Moi, je le connaissais pas. Alors, ce service infrastructure défense, quel est-il? Que fait-il? Non, vous avez raison, pas très connu, mais peut-être le plus présent au plus près de l'ensemble des entités du ministère des Armées. Donc le service infrastructure de la Défense, il dépend du secrétariat général pour l'administration, donc aux côtés de la direction générale de l'armement et de l'état-major des armées avec ses trois grandes armées, et il est au profit de l'ensemble du ministère. Donc il a des actions vraiment sur l'ensemble des entités, que ce soit pour le MA, la DGA ou le SGA. Alors, il agit sur quoi, ce service? Dans quelle direction? Il a trois grandes missions. La première, c'est de construire. La deuxième, c'est d'entretenir. Et la troisième, c'est de gérer le patrimoine immobilier du ministère. Donc construire au profit de l'ensemble du ministère pour les trois grandes armées. Quand on voit l'A400M ou le porte-avions, il y a toute l'infrastructure qui va avec pour permettre de réparer et d'entretenir ces systèmes d'armes. L'entretien, c'est la quasi plus grande que la moitié de nos personnels. SID, c'est 6400 personnes. Donc l'entretien, c'est l'entretien des infrastructures très techniques, tout comme bureaux, hébergement, mais également l'accueil pour des systèmes d'armes, les dépôts munitions, des antennes médicales, et enfin la gestion domaniale très administrative pour la police du domaine du sol géré par le ministère des Armées. Alors, par exemple, s'il y a besoin d'un nouveau hangar, on va dire, voilà, hangar, c'est vous qui allez intervenir. Exactement, de la conception avec la DGA et avec, par exemple, si c'est un hangar de réparation pour les chars Leclerc, avec l'armée de terre, travailler avec eux de ce dont ils ont besoin, la réalisation, passer les marchés de travaux, et enfin les études pour tout ce qui est de l'entretien de ce bâtiment. Donc des missions permanentes, ce que vous venez de citer, et puis de temps en temps, il y a une crise, et là, vous intervenez aussi. Exactement, permanente sur la métropole, également en Outre-mer, également à l'étranger, y compris en opération. Et quand il y a des crises, on y fait face avec eux pour, continuer notre activité d'infrastructeur, donc pour continuer nos trois missions, mais également d'accompagner les armées, direction et services du ministère dans leur continuité d'activité à eux. Typiquement, coupure d'électricité, coupure d'eau. Alors, je reviens pas en arrière. Si par exemple il y a un déploiement de troupes françaises quelque part, il y a eu des déploiements en Afrique, en Afghanistan, etc. Oui. Il faut des bâtiments plus ou moins en dur. Vous intervenez, c'est vous qui intervenez. Exactement. Dans un premier temps, les armées sont autonomes en phase de déploiement, on peut parler. Donc, ils mettent leurs tentes, ils amènent leurs citernes d'eau, leur groupe électrogène. Et dans un second temps, quand le ministre décide d'y rester un peu plus longtemps, on monte un peu en gamme. On crée, nous, donc le SID, des centrales électriques pour amener l'électricité, des unités de traitement d'eau avec du forage, traitement, distribution, également traitement des eaux usées. Et enfin, tout ce qui est hébergement, où on passe de tentes à des structures modulaires ou des bâtiments en dur. Alors par exemple, il y a en ce moment des troupes françaises à l'est de l'Europe, en Roumanie par exemple et en Estonie. Ce sont des endroits où vous êtes intervenus. Exactement, on y est intervenu au début parce qu'on accompagne également les armées en phase de déploiement pour être sûr de, après, passer en phase de stationnement ensemble. Et après, actuellement, on est sur place pour l'entretien et on continue à construire dans ces zones-là. Oui. D'accord. En Roumanie, en Estonie, vous avez des collègues qui sont présents sur place. Exactement, on part également en mission, c'est des tours de 4 mois, 6 mois, on se relève, de l'électricien plombier, mais également conducteur de travaux, chef d'antenne, adjoint interarmé, soutien au stationnement. Alors je reviens aux gestions de crise. Qu'est-ce que c'est qu'une crise pour vous? Alors, la crise peut être classée en 5 indisponibilités. On va parler d'indisponibilité de personnes, donc ressources humaines, indisponibilité de locaux, indisponibilité de fluides, eau, électricité, gaz, indisponibilité de fournisseurs, donc les gens qui nous donnent ce service. Et enfin, on va classer dans un domaine informatique, SIC, tout ce qui est informatique, communication. Alors, les crises, elles arrivent, mais parfois on peut les prévoir. Exactement, on peut les prévoir. On peut parler des Jeux Olympiques de l'année dernière. Alors ça, c'est pas une crise. C'est pas une crise, événement. c'est un événement majeur, mais on l'a considéré comme une crise parce que monter, par exemple, sur l'île de France, là où on est actuellement, monter à 15 000 militaires, c'était jamais fait depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc c'était un grand déploiement où le SID a pleinement participé. Alors c'est un bon exemple, les Jeux Olympiques, parce qu'effectivement,
peut dire que toute la France a été mobilisée. Il n'y a pas que les militaires qui ont été mobilisés. Exactement. Il n'y a pas que les sportifs non plus. Il y a une mobilisation, mais il y a eu déjà beaucoup de bénévoles. Donc c'est vrai qu'il y a eu 15 000 militaires qui ont participé à cet événement mondial. Ça veut dire que ces militaires, il a fallu les loger, vous êtes intervenu à ce niveau-là, les nourrir, assurer leur déplacement, etc. Exactement, on a dû adapter donc l'infrastructure déjà présente en Île-de-France. On a dû rajouter, comme cette tente, de manière temporaire, de l'hébergement. Et également, on est arrivé en appui aux forces de sécurité intérieure sur la sécurisation de la cérémonie d'ouverture. Pour rappel, le ministère des Armées avait le préfet de l'Île-de-France a demandé au ministère des Armées son recours pour son concours pour sécuriser la partie en amont de la cérémonie d'ouverture durant les 15 premiers jours où les péniches allaient être adaptées pour la cérémonie d'ouverture. Et donc le SID a participé avec le gouverneur militaire de Paris à sa sécurisation, infrastructure, sur terre, dans la Seine, désert, etc. Donnez-nous quelques exemples un peu précis. Faites-nous des images avec des mots. Alors on va essayer. Très précis déjà, être résilient. Donc le secours électrique, c'est le principal. Donc c'est la mise en place de groupes électrogènes, secourir nos postes de commandement, secourir toute la partie électricité. Nos drones ont besoin d'électricité pour voler, nos défenses antiaériennes. Voilà. Premier exemple, l'électricité. Après, c'est la mise en place de clôtures, mise en place de postes de commandement. Électrogène, par exemple. Exactement. On en avait prépositionné dans certains bâtiments en dur, mis en surplus dans d'autres bâtiments créés pour l'occasion. Et encore sur camion, prêt à être déplacé partout en Île-de-France pour être installé et secourir le bâtiment qui en avait la nécessité. Ce qui aurait été une vraie crise, c'est qu'il y ait eu un attentat, je veux dire, un peu catastrophique, un attentat qui fait qu'il y aurait eu une rupture de la fourniture d'électricité. Là, votre mission, ça aurait été d'assurer cette continuité. Exactement. On est à la base pour éviter cette indisponibilité d'électricité, donc on met en place, on a anticipation des choses pour le pallier de suite. Et si malgré tout ça arrive, il faut continuer, il faut vite réparer. Donc oui, on avait idem pour la partie électricité, déjà mis des électriciens prêts à l'action 24/24, 7/7. Alors, les crises, on vient de dire qu'on peut les prévoir, en tout cas certaines. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un cahier des charges dans votre service? On dit, voilà, on peut imaginer telle crise, voilà, et quel type de crise vous avez déjà imaginé, vous avez déjà réfléchi à la façon d'y répondre? Oui, complètement. Alors, pour le ministère des Armées, c'est la direction protection des installations de la Défense qui s'en occupe pour l'ensemble des entités. On intervient avec lui, on réfléchit avec lui sur les crises qui ont un impact sur l'infrastructure. J'ai pour le SID le rôle de gérer cette continuité d'activité pour le SID. Les crises sont classées dans plein d'annexes. On se ressent à chaque fois sur ces indisponibilités, sachant qu'une crise peut en créer une ou plusieurs. De manière générale, sur l'Île-de-France, on a le débordement de la Seine, coupure électrique, Covid. Il y a eu un président français bien connu qui avait une expression bien précise sur le fait qu'une crise en entraînait une autre, et voilà. Bon, oui. On ne va pas le reciter, mais je ne sais pas, vous voyez à qui je pense. Oui, mais complètement. Et après, il faut garder en tête, par exemple, les risques bactériologiques ou nucléaires. C'est toutes les crises qui sont déjà arrivées n'ont pas pu être prévues. Donc, le but de prévoir ces crises, c'est pour gagner en temps quand elles arrivent et éviter cet effet de sédération, de se dire waouh, qu'est-ce que j'ai pris sur la tête, comment je fais pour continuer mon activité. Les armées n'ont pas le temps de prendre cet effet et ont besoin de gagner du temps pour être 100% actives et continuer leur mission, assurer leur mission. Concrètement, comment ça se passe? Il y a un état-major qui vous dit on a un problème, intervenez. Exactement. On peut prendre l'exemple de Chido, donc qui est arrivé sur Mayotte. À Mayotte, bien sûr. Et prendre dans les 4 phases, donc la phase d'anticipation. Attention, comme vous l'avez dit. On savait qu'il allait y avoir un ouragan, mais c'est une chose de savoir qu'il va y avoir un ouragan, c'en est une autre d'en déterminer le niveau. Exactement. Donc Chido, on a su quasi une semaine avant que ça devait arriver sur Mayotte. Donc après, il faut savoir qu'un cyclone, qu'il passe sur l'île ou à 10 km de l'île, les effets sont du simple au triple. Les vents peuvent passer de 100 km/h à 300 km/h. Là, pour le coup, on espérait jusqu'à 2 jours que le cyclone passe à côté de Mayotte. Malheureusement, il est passé en plein dessus et ça a fait des dégâts qu'on connaît aujourd'hui. Alors, dans tous les cas, on savait qu'il y allait avoir un cyclone qui allait passer plus ou moins loin ou plus ou moins près de Mayotte. Est-ce que vous avez anticipé et comment? Alors, côté infrastructure, on peut très peu anticiper, on ne peut pas déplacer nos bâtiments. Donc, on l'anticipe à la conception de nos bâtiments. Donc, j'ai envie de dire oui.
Après, la semaine avant ou quelques jours avant, on peut que ranger ce qui est mobile, mais fermer les volets. Mais à part ça, on peut pas faire beaucoup de choses en anticipation. On peut le faire quand on conçoit et qu'on construit nos bâtiments en prenant en compte tous ces aléas climatiques pour gagner en résilience. On pourra y revenir après, mais voilà, sur cette phase d'urgence d'une semaine, on ne peut pas faire grand-chose. Mais par exemple, vous n'avez pas déployé par précaution des groupes électrogènes, des systèmes de gestion de l'eau, de purification de l'eau, des choses comme ça. Alors, c'est des choses qui sont déjà en place. Il y a déjà des groupes électrogènes fixes entretenus sur place au cas où qu'il y ait une rupture d'électricité, peu importe la cause. Donc là, ça, il y avait déjà tout sur place en mesure de fonctionner et ça a très bien fonctionné. Mais oui, tout ça est déjà sur place, mais à demeure. Alors par définition, vous avez en charge les crises des militaires. Mais il y a à Mayotte plus de civils que de militaires, je serais tenté de vous dire. Alors est-ce que les directions civiles, à commencer par le préfet, vous demandent d'intervenir avec vos moyens? Est-ce que dans le cas de Mayotte, vous avez sauvegardé les empreintes militaires sur l'île de Mayotte, mais la catastrophe, elle était partout. Est-ce que le préfet, par exemple, ou le préfet de région, vous a demandé d'intervenir? Oui, complètement, il l'a fait et le ministère des Armées est encore présent à ses côtés aujourd'hui. Plusieurs questions dans votre question. Déjà, la première, c'est qu'au ministère des Armées, il n'y a pas que des militaires. Le SID est la preuve en exemple. Nous avons 2 tiers de civils au sein du SID. Donc, de manière nominale, on a beaucoup plus de civils que de militaires sur place. Vous êtes l'exception, vous êtes militaire. Hein. Je suis dans le tiers militaire du SID, oui. Et donc, sur place à Mayotte, les armées, donc la mission du SID n'est valable que pour les emprises militaires, comme vous l'avez expliqué. Les armées nous ont demandé notre concours. Là, c'est les armées, donc l'armée de terre. Vous recevez le CEMAT suivant, il pourra vous l'expliquer. Le SID n'a que de rôle de conseil et d'assistance aux armées pour leur permettre de mesurer leur action sur le déblayage de routes, finir de démolir les bâtiments qui ont été qu'à moitié démolis et qui ne sont plus sûrs en phase d'urgence. Alors, à quel niveau, plus particulièrement et peut-être un peu symboliquement, le SID est intervenu à Mayotte? Alors, on a parlé de la phase d'anticipation, donc la phase d'urgence. Chido est passé. Les dégâts qui ont eu lieu, c'est des toitures arrachées, c'est des clôtures déplacées. Qui dit toiture arrachée, la pluie qui va avec le cyclone, inondation, dégâts des faux plafonds. Donc, il a fallu réparer tout ça en urgence pour limiter les dégâts et pour sécuriser et les biens et les personnes pour que le ministère puisse continuer ses actions sur place. Donc, phase d'urgence, stabilisation dégradée. Donc la 3e phase, après l'anticipation, l'urgence, la stabilisation dégradée qui est en cours, c'est la mise en place de structures temporaires en structure modulaire pour permettre les adaptations à faire sur les bâtiments en dur ou la construction, la reconstruction de certains bâtiments, qui est la 4e phase, donc la phase de reconstruction qui sera étalée sur les 3-4 années à venir. Et là, on est déjà dans cette 4e phase, ou en tout cas, on se prépare à cette 4e phase qui est la reconstruction. Et évidemment, j'imagine qu'on se dit, on va reconstruire en fonction de ce qu'on a vécu avec Chido, j'imagine en tout cas. Exactement. On est dans cette phase de consolidation de l'état des lieux, donc bien faire le tour de chaque infrastructure du ministère pour vérifier ce qui peut être réutilisé ou qui doit être démoli. On est actuellement, et c'est bien d'en parler, la semaine prochaine avec les armées, ils décident de quelles missions vont continuer les régiments sur place à Mayotte et donc en traduire un besoin d'infrastructure pour qu'on reconstruise au plus juste besoin. Et enfin, sur les 3 années, avec les armées et toute la gestion financière, j'ai envie de dire, et également du plan de charge du SID, de prévoir, de planifier les 3-4 années qu'on anticipe là sur la reconstruction de Mayotte. Avec l'idée que s'il y avait un ouragan équivalent, on résisterait mieux. Oui, exactement. On peut jouer sur beaucoup de choses et c'est en lien avec le climat qui va évoluer dans ces 20-50 prochaines années. Quand on construit, ce n'est pas que pour 2-3 ans, le SID en particulier, c'est bien pour beaucoup plus. Donc on prend en compte tous ces changements climatiques. On sait qu'il va faire de plus en plus chaud, de plus en plus longtemps, également pour le froid. On sait que les tempêtes vont être de plus en plus violentes, risque d'inondation, de submersion. Donc on prend en compte tout ça pour adapter nos bâtiments dès la conception, c'est-à-dire les surélever, travailler leur orientation, travailler avec l'ombre. Également, on sait que selon l'orientation, les vents sont dominants. Pour tout ce qui est climatisation, chauffage, ventilation, ça a des effets non négligeables. Également l'isolation de nos bâtiments.
pour anticiper justement ces fortes chaleurs et ces fraîcheurs aussi qui vont arriver chez nous. Moins à Mayotte, mais sur le territoire national en particulier. Je voudrais reprendre un exemple, peut-être le dernier. À Mayotte, il y a eu évidemment qui est une île, enfin même il y a 2 îles, un archipel, donc Oui. avec un aéroport qui a beaucoup souffert puisque la tour de contrôle de l'aéroport de Mayotte a été inopérable. Hein, Oui, exactement. On peut imaginer les fenêtres qui ont explosé, tout l'intérieur de la tour qui a explosé. Donc là, c'est les armées en déploiement donc, qui ont réagi très vite, qui ont déployé une tour de contrôle temporaire pour pouvoir continuer à faire arriver les A400M et toute l'aide qui venait de la métropole et ou de la Réunion. Donc oui, il a fallu amener de l'électricité à tout ça. Il a fallu adapter toutes nos infrastructures et la tour de contrôle en est un parfait exemple. Écoutez, merci Jérôme Hazard. Je crois qu'on a un peu mieux compris ce que c'était que le SID. Donc je dis, alors vous êtes en uniforme, vous avez 3 galons, vous êtes un capitaine. Exact. Bon, alors vous n'êtes pas, vous êtes en bleu. Vous Oui. n'êtes pas de l'armée de terre, vous n'êtes pas de la marine, vous n'êtes pas de l'armée de l'air. Vous avez un uniforme bien particulier. Exactement, j'ai un uniforme interarmé, donc je suis ingénieur militaire infrastructure. Comme je vous l'ai dit, donc le SID a des vocations ministérielles et non pas que pour les armées. Il a été créé il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on a associé les génies de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine pour en faire un service unique avec une vocation beaucoup plus grande que le simple soutien des armées. On a vraiment, donc, comme je l'ai évoqué, des missions ministérielles. On est un acteur, l'infrastructure est une arme du ministère. On s'en sert, on sait s'en servir. Et donc j'ai ma tenue interarmée, je peux être affecté sur un port pour gérer les bassins des bassins des sous-marins ou des bâtiments de la Marine nationale, tout comme 4 ans après sur une base aérienne pour l'aviation, tout en construisant des crèches, des dépôts munitions, des châteaux d'eau, faire de la voirie, etc. Ben, comment on reconnaît un capitaine, un ingénieur du SID? Ce qui fait qu'on vous remarque et qu'on vous distingue des autres, c'est quoi? Alors, par rapport à la tenue interarmée, le grand point de distinction, c'est la forme de notre symbole, donc en forme de Vauban. Vauban, ingénieur militaire d'il y a plus de 200 ans. Donc voilà, les ingénieurs militaires ont toujours existé. Au début, on construisait des fortifications. Aujourd'hui, les menaces sont bien plus différentes, donc on doit construire bien plus de choses en nombre non considérable également. Donc voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est les forts de Vauban qui sont sur nos boutons et sur notre insigne. Donc le SID est un service relativement récent, mais qui a une longue histoire si effectivement on remonte à Vauban. Exactement, très longue histoire et on fête nos 20 ans cette année 2025. Merci beaucoup Jérôme Hazard. Merci à vous. Merci.